c'est un grand plaisir de vous revoir à l'occasion de cette rencontre qui est consacrée à Kari Unksova, poétesse russe dissidente, qui est morte il y a 40 ans, le 3 juin 1983, à Leningrad. Il s'agit donc d'une soirée commémorative qui sera essentiellement cernée autour de la présentation du livre La Russie l'été, traduit. Donc c'est un recueil de poèmes de Kari Unksova, traduit par Andrei Markovitch, récemment dans sa maison d'édition La Mesure, en 2021. Nul besoin de présenter notre invité ce soir. Tout le monde connaît Andrei Markovitch. En plus, il est un grand ami de notre maison. Nous avions déjà plusieurs occasions pour parler de ses propres ouvrages, comme L'appartement, de ses traductions, celle de Pouchkine, ou celle de Tsvetaeva sur Pouchkine, ou bien sûr sur Dostoïevski. Je voudrais juste vous rappeler que son œuvre est immense. Il a traduit une centaine d'œuvres de tout genre, poésie, prose, théâtre, de langues étonnamment variées, essentiellement du russe vers le français, mais aussi du latin, l'œuvre de Catulle, de l'anglais, 14 pièces de Shakespeare, mais aussi du chinois et du breton. Нечего хлопать. Non, mais c'est-à-dire que... ah bah oui. Non, mais en fait, les traductions du chinois, je les ai faites sans parler du tout chinois. Mais non, mais si, mais ça, bon, ça c'est un autre sujet. Quoique non, en fait, c'est pas un autre sujet. Je pourrais commencer comme ça, parce que un des livres que j'ai fait, auquel je tiens vraiment beaucoup chez Actes Sud, bon, j'ai traduit Eugène Onegin. Bon, déjà là, après avoir traduit Eugène Onegin, je le dis très sérieusement, j'aurais pu, comme qui dirait, mourir en bas âge et m'arrêter là, parce que pour quelqu'un qui est de langue maternelle russe, bah, c'est le seul but de la vie de traduire Eugène Onegin. Il n'y en a pas d'autres. Non, sans blague, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et puis j'ai fait un livre qui s'appelle Le soleil d'Alexandre, parce que je m'étais rendu compte que j'avais traduit beaucoup de poèmes lyriques, non seulement de Pouchkine, mais de plein de poètes de sa génération. Et le sujet, c'était de ce livre, de cette première génération d'écrivains, de poètes, confrontés avec le pouvoir, avec la violence de l'histoire. Et du coup, je me suis lancé... Bon, je lisais de la poésie chinoise en russe, et puis en anglais, et puis en français. Et en fait, je me suis retrouvé confronté aux mêmes questions. Parce que pendant que les grands poètes Tang, qui sont les plus grands poètes chinois, des poètes absolument extraordinaires, écrivaient, il y avait une guerre civile qui a fait au minimum 30 millions de morts. 30 millions. Et c'est un minimum. Et du coup, le fait que je ne le sache pas, et que généralement personne ne le sache, c'est en soi un problème. Et le livre, c'est ça, Ombre de Chine, des traductions de traductions. Et en fait, quand on a commencé à créer les éditions Mesure, qu'on a créées avec Françoise Morvan, pour plein de raisons, on reviendra, mais en fait, les poètes russes, et en général, tout ce qu'on traduit, tout ce qu'on publie dans ces éditions, c'est des poètes libres. C'est-à-dire des gens qui, d'une façon ou d'une autre, se sont trouvés confrontés, appelons ça comme ça, la violence de l'histoire. Voilà. Et qui, d'une façon ou d'une autre, ont payé le prix de cette violence. Et c'est fondamental pour moi d'être conscient de ça. Voilà. Et puis, Tatiana, je raconte peut-être comment on est arrivé là avec Kari Unksova. Voilà. Donc justement, est-ce qu'on peut peut-être nous situer un peu dans la genèse de ce projet, comment Kari Unksova apparaît sur votre livre? Je parle comme ça va, on m'entend? Oui, comme ça. Pardon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était à l'époque encore en Union soviétique. Et ma mère, tout vient de ma mère.
tout, vous comprenez bien, tout. Pas simplement parce que, mais parce que. Et toutes les personnes ici présentes qui connaissent ma maman comprennent pourquoi. C'est comme ça. Et bon. Et comment dire? Et ma mère a reçu d'Israël un petit livre de poèmes d'une femme qui s'appelait Kari Unksova, avec un nom comme ça. Et c'était pas une édition, c'était quelqu'un qui avait publié 100 exemplaires de ses poèmes et qui les donnait à ses amis. Parce qu'elle avait connu Kari Unksova à Leningrad. Et quand j'ai commencé à lire ces poèmes, je me dis, attends, c'est absolument extraordinaire. Parce que ça correspondait à absolument rien de ce que je connaissais de la poésie dite soviétique. Qu'elle n'avait rien publié, mais c'est juste qu'elle a publié 2 poèmes en Union soviétique, 2 poèmes ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et je faisais des voyages en Union soviétique. Et à un certain moment, j'ai été contacté par un monsieur qui était son mari. Et qui m'a invité chez eux. Vous imaginez pas la trushoba, le taudis, mais c'est hallucinant, dans lequel ils vivaient. Un truc, mais j'avais jamais vu ça vraiment, quoi, un truc de fou. Et il m'a un peu raconté sa vie, on en parlera un peu plus tard. Et puis, il m'a dit, je sais que vous traduisez, j'avais juste commencé à traduire. Et je voudrais vous donner ça. Et c'était une liasse de photocopies qui étaient ses œuvres. Ces œuvres, bon, elle a vécu quasiment dans la clandestinité. C'était une militante, en fait, féministe. Le mot n'existait pas comme ça. Mais une des choses qu'elle a faites avec un groupe d'amis, c'était par exemple d'étudier les maternités en Union soviétique. Le mythe étant que la femme en Union soviétique vit le paradis terrestre. Bon. Voilà. Et en fait, les femmes qui s'occupaient de la place des femmes en Union soviétique étaient persécutées d'une façon très très violente par le KGB. Quasiment plus, on ne va pas dire, mais réellement violente. Et elle vivait sous des menaces de mort constantes, sous voilà. D'autre part, naturellement, elle ne publiait rien. Mais il y avait en Union soviétique et à Leningrad, mais pas que à Leningrad, en fait, la vie littéraire n'était pas officielle. Il y avait une vie littéraire officielle, avec des écrivains, des poètes officiels, et il n'existait pas. Tout ce qui était vivant, quasiment tout ce qui était vivant, était clandestin. Et voilà. Et en 1983, sa vie est devenue véritablement très très difficile. Parce que le KGB, véritablement, il y avait un almanach publié aux éditions des femmes. Il y a eu un almanach publié aux éditions des femmes, c'était en 1980, un truc comme ça. Du coup, beaucoup de ses amis se sont retrouvés en prison. Voilà. Et bon. Et elle, et à un certain moment, alors qu'elle était aussi juive que moi, je suis polonais de pure souche, on lui a dit qu'elle pourrait émigrer en Israël. Et que si elle faisait une demande, eh ben on lui donnerait le visa. Et on lui a dit, le on étant
qu'elle ferait bien de faire sa demande vite. Et donc en catastrophe, ils ont toute la famille. Donc elle, son mari et ses 2 enfants ont fait une demande. Et ils se sont retrouvés sans rien parce qu'ils ont... Le KGB a mis beaucoup de temps à accepter la demande. Et Total, on lui a refusé. Et elle s'est retrouvée absolument sans rien. J'ai appris, mais ça je ne peux pas le garantir, j'ai appris incidemment que le service qui s'occupait de ça, des dissidents, de ces genres de dissidents-là, à Leningrad, comportait dans ses rangs Poutine lui-même. Qui dans sa jeunesse, était dans ce service-là. Je l'ai appris pour une autre façon parce que c'était lui qui persécutait Lydia Tchoukovskaya. Bon, voilà. Enfin bon, bref. Et un jour, et donc elle a fait comment dire, elle a rassemblé ses œuvres, elle a tapé ses œuvres, quoi. Et c'était très difficile à l'époque de faire des photocopies. Elle a fait 6 copies. Et j'en ai une. Et un jour, elle est sortie avec sa sœur dans la rue et une voiture lui a roulé dessus, foncé dessus. La sœur a été grièvement blessée et elle est morte sur le coup. Aucune enquête, rien. Voilà. En fait, je ne sais de sa vie que ça. Et après commence une autre histoire. Vous verrez si vous achetez le livre. Tu le lis, tu n'y crois pas. Hein, non, mais c'est un truc incroyable. Enfin, je dis, attends, je lis ça. Et donc, j'ai traduit ça, j'avais pas 30 ans. Et on devait le publier aux éditions, chez Clémence Hiver, tu sais. Enfin, une petite... Voilà. On l'a pas fait. Et le livre est resté en souffrance. En souffrance. Pendant 30 ans. Je le proposais à d'autres éditeurs qui me disaient « Ouais, mais on connaît pas, tu sais, la poésie, ça se vend pas. Et puis machin truc, et puis mais traduis Dostoïevski, tu seras content. » Ben, je suis content de traduire Dostoïevski, pas de question, ça. Voilà. Et puis, quand Françoise Morvan et moi, on a, pour plein de raisons, décidé d'être libre. C'est-à-dire au moment où moi, j'ai décidé définitivement de rompre tous les liens que j'avais avec la Russie, de vendre l'appartement que j'avais malencontreusement acheté pour... Non mais, tiens... Enfin, bon bref, j'en parle dans ce livre qui s'appelle L'appartement, parce que dans l'appartement, il y a le verbe partir. Eh ben, je me suis retrouvé, j'y raconte ça, mais je me suis retrouvé avec des sous. Des sous, et je le dis, absolument détestables. Parce que d'une part, je ne les avais pas gagnés. C'est juste le coût de la vie qui avait augmenté. Et d'autre part, c'était des sous du départ, de l'adieu, des sous d'une catastrophe, parce que déjà dès 2016-2017 en Russie, c'était déjà, ça a toujours été, mais ça, on sentait bien qu'il y avait un truc qui était mais vraiment pas bien, que ça sentait vraiment la guerre, quoi. Et j'avais décidé de partir dès ce moment-là, bien avant, voilà. Et on s'est dit, Françoise et moi, que eh ben, c'était le lieu de créer une maison.
une maison d'édition. Parce qu'il y a dans chaque vie, il y a un lieu physique, c'est le lieu de notre enfance, le lieu qui nous fait écrire. Et moi, ce lieu de mon enfance, c'est не полторы комнаты, comme Brodsky a комната, просто одна маленькая комната, une chambre d'un appartement communautaire de Leningrad où ont vécu ma grand-mère et ma grand-tante. Et tout ce que je fais de ma vie, c'est traduire leur bibliothèque. Je ne fais rien d'autre que ça. Parce que il faut que ce lieu ait un lieu. Et c'est très important. Et donc, on a décidé que, avec Françoise, qu'on va publier Kari Unksova dans notre maison, sachant qu'elle n'avait pas de maison elle-même. Enfin, sa fille est maintenant aux États-Unis, très heureuse et tout. Enfin, ils ont fait leur vie et tout. Son mari est décédé en Israël. Ils sont partis en Israël. Et finalement, on leur a donné le visa et tout, après des années. Voilà. Et puis, Tania m'a proposé de faire une lecture, une découverte pour que les gens connaissent, à la bibliothèque de Strasbourg. On raconte l'histoire, comment ça s'est passé? Tout à fait. C'est paru, on en est maintenant à la 4e saison de Mesure, on en parlera après. C'est paru, Caillon, ça avait paru 21-22. Et donc, à la bibliothèque de Strasbourg, on voulait faire une présentation, quoi. Entre-temps, il s'est passé un truc. C'est que le 24 février, il y a eu un... Et j'ai reçu de la bibliothèque de Strasbourg un avis comme quoi on n'allait pas le faire parce que c'était russe. Mais le truc dingue, c'est que le garçon qui m'a téléphoné, il est russe. Sauf qu'il travaille à la bibliothèque. Il m'a téléphoné complètement. Il dit, ouais, la direction dit que c'est russe. Et là, je me suis permis de protester, publiquement. Enfin, pas totalement publiquement, mais quand même. Bon, bref. En disant que c'était confondre l'assassin et l'assassiné. Et que c'était radicalement inacceptable. Absolument inacceptable. Et la bibliothèque de Strasbourg s'est excusée. Ouais. Et on a fait une rencontre. Grand merci pour cette rencontre. Je vous propose maintenant de parler du recueil et commençons par le titre. Vous expliquez très bien, André, dès la 4e de couverture, que le titre résonne de la manière ambiguë. Pourriez-vous peut-être faire un commentaire? Россия в лете. Aussi bien en russe qu'en français, on sent cette ambiguïté. Россия в лете, ça en russe au moins 3 sens. C'est-à-dire la Russie en été, mais c'est aussi la Russie dans la chronique, dans les chroniques des années. Et c'est aussi la Russie dans le l'été. Donc dans le fleuve de l'oubli. Ben oui, dans le fleuve de l'oubli. Déjà, ça, il fallait le trouver. Russie в лете. Alors, le troisième sens, la Russie des chroniques, j'ai pas pu le trouver. Mais c'est pour ça que j'ai mis la Russie l'été. Pour qu'on entende le l'été. Voilà. Que si on veut, on voit le l'été. Mais d'un autre côté, et c'est très important aussi, c'est la description d'un été à la campagne. Ça commence par un poème qui s'appelle Lieta, et qui est absolument la campagne en été. Et voilà, commençons, n'est-ce pas? Nous allons maintenant vous proposer une lecture pour que vous sentiez vraiment de l'intérieur, de plus près, la voix de cette
peut-on dire poétesse ou plutôt poète? Ouais, Anna Akhmatova détestait le Ouais, mot poétesse. ouais, et quand Françoise, on lui dit poétesse, Alors poète, hein. Poète. Grand poète. Hein. Une poète, un poète, une poète. Donc il s'agit... Je raconte ça, ça n'a rien. Je raconte ça que, comment dire, on va publier les élégies d'Anna Akhmatova, et ça vient aussi de, parce que ma grand-tante adorait Anna Akhmatova, c'est pour elle son dieu, et pas sa déesse, et elle disait, Anna была поэт, не поэтесса. Et c'est très important. Vous comprenez Voilà. Hein. Genre, s'il y a quelqu'un qui a... Voilà. Она была поэт, не поэтесса. Donc on va maintenant écouter la voix d'un autre grand poète, qui est Kari Untsova. Лето, il s'agit du poème qui ouvre le recueil. Лето. Мы только собрались. Как глупо. Мы поняли это. Мы поняли. Снова, сначала, но поздно, гроза разразилась, и грудью кидается в окна печально. Страстей отдаленных доносится смертная мука, немыслим тучам ломая хребты, а края волнорезов. Деревья раскинули космы, разом теряют лицо, мечется страх. Полуголый, груды холмов, разрезает ливень сухой, стекает. Столы распластались над споротой рыбой дороги, откуда-то плач. Заблудился и бродит у дома, не видно и нам не найти. О, Господи, Господи, где моя тихая лепта? Где пчелы твои золотые? Господи, дерево это растили, белили, за что пополам и в канаву? Зачем оно ходит по саду и корнем стучится в окно холодной веранды? Треснули стекла, ливень стучит по тарелкам, доски стола, последняя крыша, едва закипела трава, градом посыпалась соль. Мы ничего не хотим, нам его не найти. Плач стих, наверное, его придавило. Зачем мы его отпустили? Зачем заводить детей, когда бывает такое? Не кончится. Нет, никогда не кончится гром. С ясного неба ужас воли, утлой ладьи скорлупка. Maintenant la traduction d'Anna Markovitch. On se retrouvait juste, vraiment que c'est bête, on vient de comprendre. On vient à l'instant, à nouveau, de la source, mais tard, l'orage, il éclate et se lance à pleine poitrine contre les carreaux. C'est triste. De passion lointaine, on sent l'agonie torturante. Ça casse l'échine sur les brises lames, attend d'impensable nuages. Les arbres déploient leur tignasse. D'un coup, ils perdent de visage. La peur de Minu se démène. Une averse sèche, taillade l'amas des nuages. Les collines s'égouttent, les troncs se répandent sur la route, ouverte au couteau par la truite. Des pleurs retentissent. Quelqu'un s'est perdu. Attends, quelqu'un s'est perdu et moi je me suis perdu aussi. Quelqu'un s'est perdu et il rôde près de la maison. Pas moyen de le voir, de l'aider. Seigneur, ô Seigneur, où est mon offrande tranquille? Où sont mes abeilles dorées? Seigneur, cet arbre, choyé, révéré, est fendu en deux, d'un coup, dans le fossé. Pourquoi est-ce qu'il rôde à travers le jardin, cognant sa racine à la vitre de la véranda froide? Les carreaux se fendillent, la verse crépite sur les assiettes, le poids de la table. Comme un dernier toit, dès que l'herbe s'est mise à bouillir, le sel dégringole une grêle. Nous, on veut rien. On ne peut le trouver, les larmes se calment. Je parie qu'il s'est écrasé. Cette idée de faire des enfants quand il se passe des choses comme ça, ça finira pas. Ça ne finira pas, le tonnerre. Comme ça, dans le ciel bleu. L'horreur des vagues. La barque au milieu. Petite coquille. Et cette petite coquille de Lotka Skarlupka, de la vie, любовная лодка разбилась, abit, la barque de la vie quotidienne, enfin de l'amour s'est cassé sur la vie quotidienne. Par derrière, et par derrière, toutes les images de l'orage dans la littérature russe.
et surtout Pasternak, hein, qui est le poète de l'orage depuis Ma sœur la vie, et le poète du vent. Et dans la vie quotidienne, la description juste d'une petite scène. On mange dehors et je plouche. L'orage qui arrive. Et qu'est-ce qu'on fait quand l'orage arrive et que tout est mouillé et qu'on n'est plus qu'une petite barque, une petite coquille dans l'océan du monde. Et tout ça dans une espèce de rythme qu'on pourrait croire que c'est des vers libres, mais pas du tout. Ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout l'héritage de la poésie, je peux dire classique, même si c'est la poésie du XXe siècle, et la vie quotidienne, s'il vient de faire des enfants. Parce que les gosses sont partis, ça va, maintenant ils vont... Parce qu'il y a un autre poème. Voilà la suite. Juste peut-être avant de passer à la suite, pour la barque, est-ce que ça peut être celle du Charon? Mais bien sûr, à la lumière mais bien sûr. De la troisième. Mais bien sûr, bien sûr. C'est la barque du Lété aussi. Bien sûr. Maintenant, on va traverser. Voilà, justement, on va traverser en lisant un autre poème et nous attirons votre attention à quel point chaque poème répond à un autre. La composition du livre est parfaite à cet égard. Il y a beaucoup d'images qui sont très énigmatiques, mais ils se précisent au fur et à mesure de notre lecture. C'est précisément le genre de livre qui nous invite à lire en commençant dès le début, mais on ne s'arrête pas. Donc, deuxième poème. Добежал до края дорожки, споткнулся, упал, засмеялся. Шлепнулся в лужу. Явно не хочет вставать, разбойник. Сломал прутик. Опять совершенно мокрый. Что за несчастье? Еще окатилось деревьев, нашлепать, завернуть в одеяло, сушить у печки штанишки, поить чаем с медом и корнем малины. У печки темно, такое солнце настало. Скоро придут с грибами. Il court jusqu'au bout du chemin, trébuche, tombe, rigole, plaffe en plein dans la flaque. Il ne veut pas se relever, la fripouille. Il a cassé une petite branche, trempée comme une soupe une fois de plus. Calamité. Une douche sous les branches, taloche. L'enrouler dans une couverture, sécher la culotte sur le poêle, un bol de thé chaud à la framboise et au miel. Il fait sombre près du poêle. Et ce soleil d'un coup. Ils vont rentrer des champignons. Et ce qui est génial, hein, la petite scène de la mère et du fils, et la scène va s'arrêter parce que le père et la fille vont rentrer des champignons. C'est quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est tout simple. Mais ça commence, c'est le troisième, on ne vous a pas lu le deuxième poème, mais c'est le troisième poème de ce cycle qui s'appelle L'été. Ce qui saute aussi aux yeux, et j'imagine que c'était sensible au moment de la lecture, il n'y a pas de ponctuation. Oui, oui. Споткнулся, упал, засмеялся. Ce que vous faites aussi en français. Oui, oui, oui. C'est une suite d'actions. Il n'y a pas de... Alors, en russe, c'est encore beaucoup plus facile, parce que réellement, on peut supprimer le pronom personnel. En français, c'est plus difficile, mais il m'a semblé que c'était très important de le faire. Rythmiquement, et puis, bon, parce qu'il n'y a pas qu'un petit garçon, c'est tous les garçons du monde qui sont comme ça. Et ils font exprès de tomber dans la flaque. Et après, c'est la mère qui doit les laver quand même, c'est pas le père. Et cette phrase, такое солнце настало, n'est-ce pas? Ouais. Après tout ce... Et d'un seul coup, ouais, ce soleil, tout d'un seul coup. C'est-à-dire, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est tout simple, c'est rien. Et tu le lis, et c'est beau. Tu vois, c'est gai. En fait, Carl Jung, c'est un poète, je pense, un des poètes les plus tragiques de la poésie russe, et qui a un sens réellement de la tragédie de l'existence humaine, indépendamment de toutes les conditions sociales ou quoi, ou qu'est-ce.
mais il y a ça, cette joie-là, quoi, de voir son gosse, ah, encore, mince. André, vous avez aussi prononcé le mot tragédie. Peut-être on va aussi maintenant, bon, on va lire un texte qui permet de ressentir particulièrement cette émotion qui est là aussi, rien à faire. Karine Sova, comme celle qui écrit dans les rythmes de son temps, comme Mandelstam, comme Bloch, elle rend cette souffrance aussi. Donc le poème, on est à peu près au milieu du recueil. Non, c'est bon, c'est toi, c'est une seule page. Умылось небо и блещет прекрасной мечтой. Красиво, красиво, как дерево выгнулось в твердь. Береза оделась берестою, как наготой, а рядом хохочет и бьет топоринная смерть. Источник отчаяния, звук первозданный издать, а рядом хохочет и бьет топоринная тать. Не кличет осина кукушку на рваном ветру, оранжевым соком исходит ольха. Никогда не умру. Кукушка зашлась на суку, никогда перестать, а рядом хохочет и бьет топоринная рать. И смелым бессмертием ранится лучик читы. Идет к ипподрому я многие-многие ты. Там спелую лошадью плотно заполнен садок. Там скачут в камзолах, беря у курносой урок. И зрак золотистый косится на радостный гром. Копыта сметают барьеры, ревет ипподром. Лошадки дрожат раздраженно и теменных пах. В них страх притаился, зашитый неведомый страх. Ах, как же, когда же и где же достанет топор? Лошадки по кругу проедут и весь разговор. Le ciel qui se lave et scintille d'un rêve de ciel, la voûte qui s'ouvre, le bleu tout timide, un œil rond, le bois de bouleau se blanchit de sa peau de mortel, ce rire à côté, des fracas rougeoyants, bûcherons. La source s'épuise à chercher le début de son chant, la mort charbonneuse à côté, se cachant, noachant, le tremble appelant dans les loques du vent le coucou, les aunes saignant, orangés, je meurs pas moi, c'est tout. Coucou sur la branche perchée, immobile, têtue, la mort bûche à côté, qui éclate et qui tue. Copeaux, feu follet, brin de feu et bravache sans mort, des jeux et des tues. Et voici l'hippodrome, le port. Chevaux récoltables, tassés à plein bord de vivier. Là-bas, vermillon des Kazakhs, la vieille a crié, brasier rouge et or des récoltes, tonnerre et hurrah, sabots par-dessus les barrières. Tu peux, tu pourras. Ces maigres chevaux, comme ils tremblent, leur sexe est tout noir. Ils cachent la peur dans leur ventre, la peur à pas voir. Et quand et comment pour la hache, quand viendra son tour? Chevaux, leur manège, la hache, le jour est si lourd. Et ce rythme de ta 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 de l'amphibraque qui a été utilisé par «За то, что я руки твои не сумел удержать» de Mandelstam. De Mandelstam. Voilà. Et quelle est la scène? Je ne sais pas. D'où vient la scène? De quoi ça part? Je veux dire, il y a ce qui est extraordinaire dans Kari Unksova, c'est qu'il y a toujours une base, comment dire, biographique, enfin simple. Et là, visiblement, réellement, c'est... ils vont à un hippodrome, ils vont voir des courses. Je pense que vraiment c'est ça, tu vois. Mais après, il y a la hache du cheval. La hache et le cheval. Et ça, c'est deux motifs fondamentaux de la culture russe. Le cheval de Mednev Sadnik, le cheval de Crime et Châtiment. Le cheval... oui, не только Гоголь, Достоевский, ну Гоголь, само собой, mais pas la тройка.
Le cheval souffrant. Le cheval en souffrance, du rêve, de l'enfance de Raskolnikov, et de Ekaterina Ivanovna qui meurt en disant Stara Klyacha, la vieille rosse, elle n'en peut plus, la vieille rosse. Et Marmeladov qui est écrasé par des chevaux. Parce que le cheval, c'est l'empire russe. C'est l'empire. C'est la statue équestre. Et à côté, il y a la hache, là encore, de Raskolnikov. Et la hache de la fille du capitaine, du rêve de Grignov. Vous voyez? Et tout ça en même temps dans une espèce de grondement du rythme, dans lequel ce qui compte, c'est qu'au début, on ne comprend pas. On ne comprend pas, mais on sait qu'on est dedans. Et que donc, on est comme dans... Enfin, je raconte comment moi j'ai senti ça et comment j'ai traduit ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que je traduis. Et je pense que c'est très important que je ne comprenne pas. C'est-à-dire que je ne mette pas des mots précis sur les sentiments, mais que par contre, je fasse attention à des mots. Par exemple, les noms des arbres, le cheval, des choses comme ça, vous voyez? Et que c'est comme une espèce de roulement de cauchemar, dans lequel on doit, comment dire, s'installer pour poursuivre le chemin que fait l'auteur, enfin l'autrice. Voilà. Et plus on lit, plus on se rend compte que c'est construit, que c'est extraordinaire. Mais à la lecture comme ça, la seule chose qu'on puisse entendre, c'est cette espèce de force, j'allais dire animale, et d'autant plus frappante que c'est des vers, là on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rime. Hein. Et il y a encore une autre chose très importante, ouais, tu vois, c'est que des rimes masculines. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des rimes très violentes. Ta 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 ta. Et c'est jamais ta 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 ta. Jamais. Toujours ta 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 ta. Et ça continue comme ça. C'est le monde des hommes. Un monde, la peinture d'un monde des hommes. Par la rime. Et de la violence et voilà. Cette violence, cette hache ici est aussi très sensible, en tout cas André, dans le texte russe, par le fait que certains mots ils ne sont pas accordés. On tombe «Кукушка зашлась на суку, никогда перестать». N'est-ce pas? Идет к подробу и многие «ты». Ça fait partie sans doute. Tout est cassé, la syntaxe est cassée. Donc j'ai essayé aussi de ne pas faire de lien. Ce qui fait, et le truc le plus extraordinaire, c'est qu'on ne se rend pas compte que la syntaxe est cassée. Quand tu la relis, tu te dis, attends, mais qui parle? Qu'est-ce qu'elle dit? Qui c'est qui dit, je meurs pas, moi c'est tout? Ou, tu vois, on ne sait pas qui parle. Mais ce qu'on sait, c'est que tout est pris par le grondement. Et ça, c'est vraiment une chose. Après, tu te dis, est-ce que c'est juste quelqu'un qui parle à côté, ou est-ce que c'est le bruit de l'arbre? Est-ce que c'est l'arbre qui parle? Je meurs pas, moi, c'est tout. Tu auras beau m'abattre avec la hache, je mourrai pas, moi, c'est tout. J'en sais rien du tout. Et ce qui est très important, c'est que c'est pas obscur.
c'est autre chose. C'est une autre approche de la poésie. C'est-à-dire que c'est une poésie dans laquelle il y a un récit qui est la base de quelque chose qui est de l'ordre du non-récit. Voilà. Il y a une anecdote. L'anecdote, c'est je suis allé voir les courses de chevaux. Il y en a aussi, il y en a aussi en Union soviétique. Voilà. Bon. Et après, il y a autre chose. Et après, il y a le rythme. Et après, il y a la mémoire du rythme. Et encore cette chose-là, elle ne monte, tu vois, elle ne publiait pas. Elle écrivait, ça entrait dans le tiroir. Pendant 20 ans. C'est ça qui est incroyable. Il est déjà 7h20. Est-ce que Oui, soit on avance, soit peut-être encore une petite question, parce que ce qui peut nous frapper dans ce poème, que semble-t-il, malgré toute cette violence du monde extérieur, la nature, elle n'est pas concernée. C'est-à-dire, береза оделась брестою, как наготою. Или ольха, оранжевым соком исходит ольха, никогда не умру. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je dis comment dire, sur le tremble. Oui, alors moi j'ai pas mis alors oui, pourquoi j'ai pas mis en russe c'est береза. Ouais, ah ben si, j'ai traduit le bois de bouleau se blanchit. Ah ben si, j'ai eu peur que je l'avais pas traduit. Et attends, et non seulement je l'ai traduit, mais j'ai construit mon vers. Красиво, как дерево выгнулось в твердь. Береза оделась берестою, как наготою. Le bois de bouleau se blanchit de sa peau. C'est-à-dire que j'ai construit le truc sur l'onomatopée, sur l'allitération. Ah oui, non, mais j'ai eu peur que je l'avais oublié, tu vois. Mais non. J'ai eu peur. Non, voilà. Mais c'est ça quel truc. Je comprenais rien, mais j'entendais ça, quoi. C'est juste pour attirer l'attention qu'il y a toujours cette image de la nature. Oui. Il y a la promenade dans une forêt, humide, et il y a toujours cet aspect assez paisible qui vient avec la nature. Et il y a un poème où le mot lyrique nous dit «С легким участием и тонким чувством свободы мы ходили по мокрому лесу, мало разговаривали». С тонким чувством свободы. Pourriez-vous traduire C'est le poème... qu'on improvise complètement, donc... Je crois que c'est «Я поздно полюбил тебя, красота». Ah, ouais, le poème, ouais, le poème est... Attends, mais это где? Тонкое чувство свободы. Parce que le poème est trop long, ça on va pas vous lire. 38, page 38, и с тонким чувством свободы. Ah oui. Pris d'une... Ah ouais, c'est un long poème, vous verrez. Pris d'une compassion légère et d'une imperceptible sensation de liberté, on marchait par la forêt humide, on parlait peu, on se perdait souvent de vue. You, you, se criait-on à mi-voix, on mangeait des pommes vertes. Comment dessiner un cheval dont les sabots gardent le parfum des fleurs quand il rentre des champs? Comment dessiner un cheval? Tu l'écris. Et c'est le lecteur qui sent le parfum des fleurs. Moi, pour juste commander un autre, il y a un poème que j'aime vraiment beaucoup, c'est les stances classiques. Sauf qu'il faut que je le retrouve. Peut-être dans votre exemplaire. Oui. Et puis après, bon, on a... Attends. Где-то. Запомним это тонкое чувство свободы. Ouais. Это невероятно, правда? Ouais. Cette sensation imperceptible de liberté, quoi. Attends. Page 38. Page 38. Attends, non, c'est pas là. Ben je sais pas où il est. C'est page 35. Non, c'est pas. Non, mais...
Ah, mince, где это, где это? 44. Dans ce 44, oui. classique. Voilà. C'est un Oui. classique 45. Классические станции. Мне мнится мир, устал искать причины, подробно освещен усилием луны, и нет в пределах наших тишины, и утомились прежние личины. Изнемогают сумерки над льдом, над водами лишь правота бесспорна, в глубинах пашин утомились зерна давать плоды осенним сентябрем. Короче, радость, ближе горний гнет, надежда не стоит у изголовья, и, торжествуя над остывающей кровью, виски слегка охватывает лед. Как мчится день, чтоб отвратить беду, как ночь за ним спешит, не успевая, но и в преддверии весны и мая мне мнится, не успею, я уйду. Ничья рука меня не завернет, ничьи глаза обратно не поманят, и даже день беды не отведет, и даже ночь тревогой не обманет. Le monde est fatigué, chercheur de cause. Il se cisèle sous la lune nue. Silence, isolement sont inconnus chez nous. Pose les masques, dis-je, pose. La nuit s'épuise sur le monde froid. Les eaux sont juste noires du mystère. Le cœur du grain crépite dans la terre. Septembre brouille, s'écarquille, croît. Plus courte notre joie. Le poids du ciel nous couvre, comme il alourdit nos songes. Lenteur du sang que quelque chose ronge, pressentiment des tempes, point de gel. Si vite vient le jour, l'avant le sort. Mauvais, la nuit se précipite vaine. Pour moi, les heures, jour et nuit, ne viennent pas assez vite. J'entre dans la mort sans qu'une main me prenne par le bras, sans qu'un regard me happe vers le monde. Le jour ne trompe guère, il grondera. La nuit est sans mensonge, l'ombre gronde. Ouais, je pense pas qu'on va lire plus. Je voulais juste que, en fait, je suis tellement touché qu'on ait pu organiser cette évocation, cette lecture ici. En fait, ce qui compte pour moi aujourd'hui, maintenant, grâce à Tatiana, grâce à IMCOPRES, à la Maison du Livre étrangère, qu'il y ait des gens qui sachent qu'elle a existé, qu'elle a écrit. Ça, déjà, pour moi, ça serait très très important. Tu vois ? Parce que, et c'est aussi ça qui compte pour nos livres. Nos tirages sont faibles, délibérément. Enfin, le premier tirage, c'est 500, et il nous est arrivé un truc incroyable, c'est qu'on a retiré, enfin, fait un retirage, pas retiré, fait un retirage, ouais, de 200 exemplaires. Donc on en est au deuxième tirage. Mais vous comprenez bien que c'est très peu. Mais voilà, le livre est là, ils sont tous les livres là, et ça entre dans cette maison dans laquelle il y a d'autres livres qui se parlent. Parce qu'il y a... je peux juste en parler juste un petit peu, et puis après s'il y a des questions ou quoi, il y a, par exemple, est-ce que vous connaissez Les Juifs d'Evgeny Tchirikov? Personne ne connaît Evgeny Tchirikov. Enfin, en fait, on le connaît, c'est un écrivain très important, mais voilà. Et c'est une pièce écrite en 1906, après les grands pogroms. C'est une semaine, un jour pendant un pogrom. Et c'est un écrivain russe. Mais c'est extraordinaire comment il pose en 1906 les questions fondamentales de tout le judaïsme, et pas que du judaïsme, mais en fait de l'évolution de toute la société occidentale.
face à ça, qu'est-ce que tu fais quand il se passe ça? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est une pièce absolument stupéfiante. Stupéfiante. Harms, j'ai pas besoin de parler de Daniel Harms. Mais on publie aussi les pièces de Leonid Andreev, qui sont aussi absolument extraordinaires. Il y a Ekaterina Ivanovna, ou le Requiem, et puis La vie de l'homme, qui a changé l'histoire du théâtre occidental en 1906. Parce qu'un de mes grands projets, enfin dit-il grand, attends, je touche du bois, c'est, je travaille sur un truc qui s'appelle Théâtre russe 1900-1915. Je traduis chronologiquement. Qu'est-ce qui se jouait, qu'est-ce qui s'écrivait à ce moment-là? Tchekhov écrit Les Trois Sœurs. Stanislavski joue Les Trois Sœurs en 1900. À la première des Trois Sœurs, il demande qu'on invite Gorky. Et il met Gorky devant Stanislavski, lui dit commandez-lui une pièce. Et Stanislavski lui commande une pièce, ça sera les Bas-fonds. Mais les Bas-fonds, c'est 1902, j'ai traduit les Bas-fonds. Mais dans la cerisay, la discussion sur l'homme fier, c'est une citation des Bas-fonds. Mais les acteurs qui jouaient la cerisay, c'était ceux qui jouaient les Bas-fonds, à 2 ou 3 de différence. Mais quand Tchekhov meurt en 1904, la pièce suivante de Gorky, c'est Les Estivants. C'est la vision petite bourgeoise de la cerisay. Ben si. Et en 1905, il y a la Révolution, et en 1906, Gorky écrit avec Leonid Andreev. Et après, il y a Bloch, qui publie son théâtre. Et après, bon, etc., etc., etc. Et donc, je voudrais faire une suite d'une quarantaine de pièces. J'en ai traduit à peu près la moitié pour l'instant. Certes, voilà. Et puis, est-ce que vous connaissez Le Dernier Départ de Gennady Aïgui, ou bien De Vie à Vie, Je vois, je vends, de Tsvetaeva, et des poèmes de Voloshin. Et puis ce livre absolument extraordinaire de Ilyas Danievitch, qui a toute sa vie écrit ses poèmes, ses sonnets, et ses pièces zaoum, ses poèmes en zaoum. Et c'est dans cette famille voulue qu'entre Kairi Unksova dans notre maison d'édition. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Спасибо большое. Очень трудно. Ну, просто очень трудно сегодня. Спасибо. Андрей, это вам огромное спасибо. Et surtout, en vous écoutant, vous avez mentionné le nom de Voloshin. On pense que vous-même, vous avez créé une maison de poésie. Un peu comme Voloshin l'a fait à Коктебель, знаменитый дом поэта, où, comme vous connaissez, chaque poète, chaque artiste a été invité indépendamment de ses convictions. Les blancs, les rouges, pas importe, chacun pouvait trouver un refuge, et cela au moment de la guerre civile. Donc, on voit bien à quel point tous les poètes de votre maison se sentent bien. Et que Kari Unksova a trouvé sa véritable place. Oui, donc les livres sont là, je les signe évidemment, mais c'est pas tous les livres sont là. Mais oui, il y a aussi les livres qu'on fait avec Françoise Morvan, nos propres poèmes, nos propres écrits. Et ça entre aussi dans la même chose, quoi. Donc voilà, et on ne sépare pas la poésie, la traduction, la prose, le théâtre, la poésie. On est des écrivains, quoi. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à écrire. Et donc c'est ça qu'on fait. Donc s'il y a des questions, ou s'il y a quoi, ou qu'est-ce... Encore, si vous pouvez dire encore une poésie. Une traduction d'après vous. Encore, vous venez au stade et vous n'êtes pas... Маль... То, что вы сами любите, то, что вам как-то особенно близко.
Ah, вот, он был неловек с ветром. 70. Mais pas tout. Первую страничку. Да, первую страничку. Вот. Donc c'est le poème qui est dédié à Rezounkov. Oui. Vous direz peut-être un mot qui est sur Rezounkov. En fait, je ne sais pas trop. C'était c'est quelqu'un qui a été un journaliste, un écrivain, ouais, et qui a émigré en Allemagne, qui est mort récemment. Une autre chose, Kari Unksova était très attiré par l'Inde. Et par le yoga, et par le bouddhisme, par l'hindouisme en fait. Et un de ces volumes était la traduction, je ne suis pas sûr que c'était une vraie traduction, c'est une question, des œuvres de Krishnamurti, imaginez-vous. Voilà. Et donc on parle là de Yogananda, donc voilà, hein, c'est... Он был неловок с ветром и с огнем неосторожен. А привыкнуть к чуду опасно, мой дружок. Легко обжечься, когда в себе мешаешь кочергой, но, впрочем, это внутреннее дело. На ваши сати я гляжу с трудом, но накрывать тела упорных вдов, не заручившись знаком, я не смею. Мой зонтик Йогананды не указ, однако это невыносимо, невыносимо, невыносимо видеть, как нежные формы, этот действенный тонкий фантом с босыми ногами и ножками и влажными бошками глаз на самых неожиданных местечках. Когда вы приходите, вам многовато слов и внимания, но ваше твое играет спокойно за креслом. Et ça continue. Il était maladroit avec le vent et imprudent avec le feu. Mais c'est un grand danger, mon bon ami, de se faire au miracle. Ça te brûle pour un rien. Quand en soi-même on joue du tisonnier. Mais ceci dit, c'est une affaire interne. J'ai peine à regarder votre sati. Vous savez, le sati, c'est le bûcher. Enfin, la veuve se brûlait pour suivre le mari. Oui. J'ai peine à regarder votre sati, mais recouvrir les cœurs têtus des veuves m'est impossible avant que vienne un signe, malgré l'ombrelle de Yogananda. Pourtant, c'est insupportable, mais insupportable de voir ces formes, ces tendres formes, ce virginal et fin fantôme aux multiples pieds nus, aux petits yeux mouillés des yeux, aux endroits les plus inattendus. Lorsque vous arrivez, vous trouvez trop de mots et d'attention. Mais votre tien joue tranquillement derrière le fauteuil. Et puis après, ça continue. On ne va pas le lire parce que là, ça sera vraiment trop long. Mais vous verrez. Voilà. Nous allons remercier. Vous avez une question? Vous pouvez peut-être vous présenter? Merci beaucoup, je m'appelle Sophie. Merci beaucoup pour votre travail. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelques informations sur les cercles féministes où elle participait peut-être parce que maintenant il y a beaucoup d'ouvrages qui racontent de l'histoire du féminisme en Russie et j'ai pas vu les cercles de ce temps-là. Donc, Eh ben voilà un sujet. Non, je le dis sérieusement. Moi, je sais. Voilà. Il faut faire de la recherche. C'est-à-dire oui, bien sûr. Non, mais sérieusement, eh ben voilà un sujet de recherche très important. Et c'était les années. C'était les années 70-80. Et il existe ces numéros. Il faut juste les trouver. Et il n'était pas seul, bien sûr. Et puis, il y a toute une activité à faire, par exemple, les aides aux femmes seules, aux femmes, comment dire, comme... Ah, excuse-moi, le micro. C'est bien. Pardon, oui. Il y avait toute une série de femmes, d'hommes aussi, mais naturellement, mais c'était à l'initiative
d'un grand nombre de femmes, d'aide, par exemple, aux personnes violées. Oui. Et tout un travail à faire, énorme, et qui est totalement laissé encore dans le flou, dans le noir. Et ça serait très très important que quelqu'un réellement retrouve, enfin, commence à travailler sur ça. Moi, encore une fois, mon travail, si travail il y a eu, il est de dire l'existence de ça. C'est juste la première étape. Et si quelqu'un, et il faut absolument que quelqu'un s'empare de la chose et travaille. Mais par exemple, si quelqu'un voulait, si un étudiant ou une étudiante voulait consacrer un travail, faire une thèse sur ce travail-là, vous comprenez, ce serait une chose formidable. Absolument. Et je pense que, Tania, tu serais tout à fait d'accord pour diriger cette thèse. Tout à fait. Entièrement. Mais oui. Et il y a une immense matière. Beaucoup de découvertes. Et ce que vous dites, c'est le sujet qui n'est pas impossible. Ce numéro, il existe. Et c'est tout à fait novateur parce qu'elle est la première. C'est avec elle que ce mouvement féministe commence en URSS. C'est tout à fait extraordinaire. Où sont les documents Aux archives de KGB. En tout cas. Non, mais si, il y a dans... Et puis, et encore une autre chose. Encore maintenant, il y a... Bon, Kayon, ça va 80 ans. Aurait eu aujourd'hui 80 ans. 82 ans. Elle est née en 41. Donc, il y a encore des gens qui sont vivants, qui l'ont connue. Oui. Ces archives, elles se trouvent aux États-Unis? Не знаю, совсем не знаю. Только в России. Только в России, наверное. Это никак не выходило. Да, oui. Дети, наверное, увезли кое-что. Voilà. Mais il faut lancer des enquêtes, il faut travailler sur ça. Il faut prendre contact avec les enfants. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et, En tout cas, 5 gros volumes de la poésie, rien que ça. J'ai vu Monsieur Russe, mais pour les archives, c'est pas... après, non, mais vous voyez, mais ça, c'est vraiment un travail à faire. Et sa fille, elle est au courant que vous avez... Ah bah oui, bien sûr. Elle vous a apporté des renseignements? En fait, non. C'est un truc dingue. Elle m'a envoyé quelques photos. Bon, on a signé le contrat, genre, vous voyez, voilà. Mais non. Elle vit aux États-Unis, elle a fait sa vie aux États-Unis. Elle m'a dit, oui, non. Ну, мы знали, что когда-нибудь что-то выйдет. Un jour, on savait qu'un jour, ça, quelque chose paraîtrait, qu'il faudrait que son heure viendrait, quoi. Vous voyez? Mais son heure n'est pas encore venue. Vraiment. Voilà. C'est pas notre livre qui... C'est parce que réellement, Carl Jung, ça va être un auteur majeur. Vraiment. C'est pas une poétesse inconnue, une militante inconnue qui écrivait de la poésie. C'est pas ça du tout. Et je peux le dire réellement, son œuvre n'est pas encore connue. Moi, j'ai traduit qu'un volume. Si j'arrive dans 1 an ou dans 2 ans à traduire 2 volumes, je serai très content. Tu vois, mais il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Justement, votre travail contribue tellement dans cette reconnaissance de Carl Jung, ça va aussi bien en France qu'en Russie. Parce qu'on a beaucoup de honte à dire, mais en Russie, elle est pas connue. Et vous avez elle le pas projet connue du tout. Oui, et vous avez le projet de publier. Tout à fait. Oui, et Imka Press a le projet, je vous l'apprends, de publier les poèmes en russe. Et donc, ce serait très important. Très important. Voilà, donc, книги там. Да. У вас замечательная возможность, il y a une remarquable possibilité pour acheter tous ces livres. Ouais, ils sont là. Et demander voilà. la dédicace Non, d'André mais, Markovitch. ouais. Profitons-en. Merci à vous. Merci.